Alors, comme vous le savez, la Société française des architectes a pour but d'accueillir une parole libre émanant de professionnels et intellectuels impliqués dans l'acte de construire. Pour cela, notre société propose un cycle annuel de conférences sur l'architecture contemporaine, ainsi qu'un colloque international qui sert de socle au développement d'un débat critique que reflète notre revue Le Visiteur. Comme vous l'énoncez clairement, votre colloque est fortement orienté sur une quête des fondamentaux en allant les chercher dans le passé, et essentiellement à l'époque de la Renaissance. La Société française des architectes ne souhaite pas prendre le retour sur au passé pour le support d'un débat, ce qui serait contraire à ses principes d'ouverture, de liberté et de défense d'une modernité critique. À ce titre, la Société française des architectes ne saurait prendre position dans une polémique non validée par l'ensemble de ses membres, ni participer à un débat dont la conclusion semble être déjà programmée. Voilà. Après, une formule de politesse. Je vous remercie pour votre invitation et souhaite que nos manifestations continuent à entretenir votre passion et votre engagement pour l'architecture. Autrement dit, on tourne carrément le dos à tout ce qui s'est fait avant Le Corbusier. On va voir maintenant comment travailler Brunelleschi et puis ensuite Michel-Ange, parce que pour nous, il y a beaucoup à apprendre de ce que nos ancêtres ont fait dans le passé, parce que c'était des hommes comme nous. Brunelleschi à Florence, donc ça, je pense que certains connaissent déjà, donc je pense à Jean-Louis qui lève les bras au ciel. Donc le portique de l'hôpital des Innocents à Florence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Brunelleschi était un mathématicien, comment dire, il a trouvé donc il a calculé les poussées et contre-poussées pour élever le dôme de la cathédrale de Florence sans avoir à prendre d'échafaudage. Et c'était aussi un sculpteur. Et vraisemblablement, c'est à lui qu'on doit la découverte de la perspective à l'époque de la Renaissance. Il avait fait un dessin qu'il fallait voir dans un panneau qui était percé d'un petit trou. Et quand on regardait par ce petit trou, on voyait les choses en relief. Dans ce portique des Innocents, vous remarquerez que les colonnes et les murs du fond déterminent des cubes. Pourquoi? Parce que l'espace le plus grand contenu entre quatre murs, c'est un cube. Et au-dessus, donc, l'espace le plus grand qu'on peut voir en levant les yeux, c'est une demi-sphère. Vous remarquerez aussi que dans les colonnes, enfin ça dépend si on inclut les parois, alors que les colonnes sont contiguës et servent à deux espaces en même temps, à deux espaces qui se suivent, ce qui explique la sensation de légèreté donc de la succession d'arches. Et vous remarquerez aussi que le pendant de la colonne, c'est-à-dire le pendentif qui est à l'arrière, contre le mur, se fond dans le mur. Là, c'est la chapelle des Pazzi. C'est quelque chose qu'il faut voir absolument. Sur la gauche, vous avez les fenêtres. Et sur la paroi en face, vous avez indiqué une moulure qui symbolise la présence d'un espace. Après tout, donc, il y a un espace théorique derrière cette moulure. Donc, vous voyez ici. Donc là, vous avez un espace théorique qui est symbolisé par la moulure, des espaces de simulés, donc avec donc l'espace de la chapelle reproduit en plus petit. Vous avez donc une petite chapelle qui vient en reproduire à nouveau en plus petit l'espace de la chapelle qui est plus grande. Et vous avez aussi des médaillons dans lesquels il y a les 4 saints qui ont écrit les 4 évangiles. Et quand vous êtes exactement au milieu de la chapelle, vous regardez vers ces médaillons, vous avez un peu la sensation qu'ils sont en train de regarder leurs évangiles, qu'ils les écrivent de très très loin dans un espace très lointain. Autrement dit, vous avez c'est un espèce de trompe-l'œil, hein, j'entends bien, trompe-l'œil qu'on apprécie que quand vraiment on est au milieu de la chapelle. Et donc vous avez de ce fait une sensation d'espace qui se démultiplie.
Autre chose, vous avez ici donc dans la chapelle, dans l'église San Lorenzo, qui est dans une proportion de 5 à 3 par rapport à la paroi de la nef latérale. Et donc dans la nef latérale s'ouvrent des petites chapelles. Et le décor de Petra Serena donc sur fond blanc permet au fil des ressauts, des gorges, etc., de simuler des plans qui coupent petit à petit la perspective. Pour Brunelleschi, quand on lève les yeux vers le ciel, on ne s'aperçoit pas de la distance. La distance, on la réalise quand il y a des plans successifs. Un petit peu, ça se voit d'ailleurs quand un enfant vient de naître, il n'est pas capable de comprendre la distance, il s'en rend compte par expérience en voyant les objets devenir de plus en plus petits au fur et à mesure qu'ils s'éloignent. Là, vous avez un exemple à Paris. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'architecture de Brunelleschi, inspiré par Brunelleschi à Paris, mais le théâtre Sarah Bernard en est un. Et puis alors la BNF de la rue Vivienne, pour moi c'est la vraie Bibliothèque nationale de France. Les ingénieurs, donc au XIXe siècle, étaient très empreints de culture classique. Et donc vous avez là une réalisation qui montre un effet spatial absolument extraordinaire en appliquant donc la théorie de Brunelleschi, donc le cube sur lequel repose une voûte et une démultiplication des espaces. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les palais florentins. Alors là, je survole toujours, mais vous comprendrez pourquoi après. Donc, comme c'est une vision de face, il faut qu'elle soit symétrique, parce que c'est la symétrie qui donne la plus forte sensation d'espace. Et puis, il n'y a pas de moulure. Le plan de la façade est en vue de face. Donc, les simples blavos, c'est ça, je prends le terme, autour des fenêtres. Les pierres autour des fenêtres sont en éventail, comme solaire, un peu comme si on représentait la ligne de perspective. Quand on regarde de plus près, on voit des moulures et davantage de finesse. Alors là, les fenêtres gemelées, c'est inspiré par Alberti. Les palais florentins donc, étaient très rudes, parce que extériorisaient une certaine rudesse, parce que l'époque était assez tourmentée, il y avait beaucoup de factions rivales. Mais petit à petit, disons que les hôtels se sont devenus de plus en plus... donc au fur et à mesure qu'on monte les étages, l'architecture devient de plus en plus raffinée. Et finalement, la ronde bosse disparaît complètement à la fin du siècle. Alors maintenant, on va passer on voit ici là, un exemple d'architecture qui est tout à fait symbolique des idées de Brunelleschi. Les moulures sont destinées donc à représenter le volume d'espace qui se trouve derrière la paroi. Et donc, quelque part, vous mettez en façade toute la spatialité qu'il y a derrière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les rêves, le bâtiment représente le corps, et il y a aussi la porte qui est un symbole féminin, et selon que la porte est fermée ou ouverte, bon, ben, on accueille, on n'accueille pas. Donc, quelque part, on a l'impression que ce soit un petit peu comme des portes qui se seraient situées à un certain niveau, à un niveau du premier étage, là. Et donc, on a vraiment une sorte de communication avec le visiteur, avec celui qui visite la ville. Quand on est dans un milieu civilisé, on dit bonjour, on dit, quand on adresse un message, on dit bon, ben, cordial, enfin, avec mes salutations cordiales. Quelque part, ce type d'architecture est comme un signe de convivialité
Bien entendu, ça allait faire un modèle, et donc ça allait être reproduit de palais en palais. Et reproduit de proche en proche, eh ben, c'est un peu comme une civilisation qui apparaît. Une harmonie qui apparaît donc au fil des immeubles, donc une civilisation de la ville, un sens de la ville. Alors ça, on voit que le soubassement est très travaillé, donc vraiment pour honorer quoi, les occupants. Quand on regarde les moulures à Paris, ça s'est transmis au fil des siècles. C'est pas toujours compris comme ça. Il y a parfois un large bandeau. Il y a juste le soulignement de la perspective. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, tous les artistes, qu'ils soient sculpteurs, peintres, apprenaient la géométrie, les triangles. C'était comme ça qu'on représentait l'éloignement. On voulait être parfait dans cette représentation. Une culture humaniste qui était apportée par les philosophes qui fuyaient Byzance. Donc les philosophes avaient apporté l'humanisme, Platon. Et Platon, c'est les hommes sont égaux. Ça, c'est une représentation donc, de la scène du tribut par Masaccio. Tous les personnages ont la même taille et le Christ ne se distingue pas tellement des autres personnages. Donc ça correspondait à un élan vers l'harmonie. Donc là, ça faisait partie de la culture, d'un élan vers la philosophie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie si ce n'est aller vers une convergence des points de vue? Il y avait donc une volonté d'aller vers l'harmonie, vers l'entente entre les hommes. Et les compositions, vous voyez, sont équilibrées. On apprécie ça d'autant plus qu'aujourd'hui, on a l'évolution inverse. Chacun tire la couverture à lui, à U et à Dia. On fait une rupture la plus possible pour se faire remarquer, peu importe si c'est beau. L'important, c'est de faire quelque chose qui se remarque. Donc, disons que c'est d'autant plus, à l'époque, c'était d'autant plus justifié de tracer ces cordons ouvragés et on voit d'ailleurs que dans le palais des Médicis, ces cordons horizontaux dessinent vraiment très, très finement, tracent très finement les perspectives. Donc il y a vraiment plus que dans les moulures qu'on voit à Paris de nos jours. Donc là, vous avez un exemple de rue de Chambéry, au 42 rue de Chambéry. La sensation désagréable que j'ai avec l'architecture moderne, c'est la sensation réductrice du cube. Et bon, il y a un mur penché en guise de toit, donc ça fait pastiche de toit, donc déjà c'est désagréable. Et puis on a toujours cette sensation de cube et de cube percé. Là, c'est encore plus typique. Vraiment, donc là, on est dans une particule élémentaire. Ça, c'est rue Maurice Ripoche. On se sent vraiment comme une particule élémentaire dans la ville. Et ici, donc, on a des exemples de moulures à Paris. Donc, à gauche, une moulure plate, donc qui n'est pas beaucoup travaillée. Donc, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Sur la droite, par contre, quelque chose d'un peu plus, d'un peu mieux ouvragé. Et je pense que l'idée de départ de Brunelleschi, c'était vraiment mettre en honneur la fenêtre, mettre en honneur l'ouverture. Alors ici, donc à la fin du 19e siècle, les architectes se révoltent contre Haussmann et refusent de mettre les cordons. Mais on observe quand même que les balcons aux étages nobles, finalement, font office de lignes de fuite, sont des lignes de fuite puissantes. Elles valorisent ces étages nobles. Autrement dit, le premier étage, si on considère qu'il y a un entresol, et le cinquième étage. Mais il y a aussi donc l'être humain est installé et positionné dans l'espace, et quelque part c'est une sensation plus satisfaisante que vivre dans un cube où toutes les fenêtres ont la même taille, et donc on ne sait pas où se trouve sa place finalement. Alors ici vous avez une réalisation récente du cabinet DHA. Je ne sais pas s'il y a un représentant ou une représentante du cabinet. Voilà.
Donc c'est une œuvre qui est intéressante parce qu'on on retrouve donc une ligne de fuite avec les balcons. On a l'impression donc d'un espace avec les creux qu'il y a dans les façades. On a l'impression qu'il y a un espace intérieur sympathique qui se trouve derrière. Il y a juste le dernier étage qui semble avoir été rajouté après. Alors je ne sais pas si vous me direz tout à l'heure quelle est la raison de cet étage supplémentaire. Quand on comprend quel est le but de ces lignes de fuite et de ces moulures, on se rend compte que c'est pour mettre de l'harmonie, que c'est pour donner de la profondeur et faire en sorte qu'on évite cette sensation de cube. Et quelque part, bon, ce n'est pas donc un pur effet de façadisme, c'est vraiment offrir à l'homme davantage de représentation, de positionnement dans l'espace. Et donc, quelque part, pourquoi se refuser ça, que ce soit mettre des cordons ou mettre ne serait-ce que une espèce d'unition, de civilisation, donc de sens de la civilisation, de sens de la cité, lorsqu'on fait une œuvre moderne. Je vais poser la question autrement. Est-ce que, enfin, j'ai réussi à vous faire sentir un petit peu que le but de ces moulures, c'est d'apporter donc une profondeur au simple cube. Bon, quand on voit aujourd'hui, les architectes modernes ne savent que présenter des cubes superposés ou des cubes des cubes en surplomb, des cubes qui s'encastrent, mais ils ne savent pas vraiment sortir du cube. Ils ne savent pas non plus créer l'harmonie. Et je pense qu'en revenant sur cette sensation d'espace qu'on arriverait à faire sentir au niveau de la façade, je pense qu'on pourrait faire avancer un petit peu les architectes modernes. Alors, ça vient de... C'est expliqué dans notre hors-série Langage architectural au temps d'Haussmann. Donc, il y a dans l'architecture haussmannienne, pré-haussmannienne, donc à la fin du XVIIIe siècle, des palais, parce qu'on avait le droit de monter plus haut, et à condition de faire des immeubles en pierre de taille. Et donc les nobles faisaient des espèces de petits palais avec un autre sol. L'immeuble haussmannien du départ, c'était un immeuble en réalité Louis-Philippe, donc ça existait déjà avant. C'était des immeubles avec entresol, donc un entresol de hauteur beaucoup plus. Les pièces étaient d'une basse de hauteur, il faisait peut-être 2 mètres. Et du coup, Napoléon III a décidé d'obliger à une certaine hauteur minimale pour l'entresol. Mais c'est resté, l'idée d'entresol est restée, et donc le rez-de-chaussée et l'entresol forment un socle. Et c'est le deuxième étage, en fait, qui était considéré comme un premier étage et qui est l'étage noble. Pour répondre donc sur notre projet Rubolite. Alors effectivement, je salue ce que vous avez dit par rapport à notre volonté architecturale, puisque je peux vous en parler, parce que j'étais à l'époque chef de projet. Donc effectivement, nous, il y a eu la volonté de s'insérer dans le quartier. Donc on a regardé ce qu'il y avait autour. Moi, ce que j'avais relevé, c'est qu'il y avait avant, sur ce site, il y avait une usine qui était en briques. Et qui était en briques qui était très sombre, mais c'était quand même de la brique. Donc dans l'esprit
de Paris, la brique, elle est partout. Donc, une des composantes qu'on a voulu retenir, c'était la brique. Ensuite, effectivement, c'était les constructions, comme vous l'avez dit, enfin, la construction en façade linéaire avec des corniches, etc. Là aussi, on retrouvait des éléments classiques. Mais en même temps, notre but aussi, c'est quand même de ne pas faire du pastiche, c'est de ne pas faire de l'imitation, c'est de faire quelque chose de contemporain. Alors, pour répondre sur l'étage qui a l'air de beaucoup vous perturber, en réalité, ce n'est pas un rajout du tout pour faire de la surface. C'était la volonté d'amener un côté un peu plus moderne sur ce côté de la Rue-Boulite. C'est-à-dire qu'il y avait une progression au fur et à mesure qu'on allait vers l'hôpital Notre-Dame de Bon-Secours. On allait vers quelque chose de plus jardin, bucolique. Mais dans le début de la rue, vous avez quand même du R+6 de mémoire, hein, parce que c'est un peu vieux. Oui. Et le raccord qu'on a fait avec les immeubles à côté, déjà on a fait un immeuble plus haut parce qu'il fallait se raccorder avec les immeubles existants. Et ensuite la bande qui est au-dessus, c'était de donner un peu de contemporanéité. Et c'est pas, si vous voulez, le discours que vous avez et que j'entends, c'est pas noir ou blanc l'architecture. C'est pas il y a le cube et puis il y a le reste. C'est un peu plus mélangé que ça, enfin tout au moins dans notre conception à nous. Et moi, j'ai pas le sentiment que le fait d'avoir cette bande au-dessus et nuit à l'insertion dans ce quartier. Et c'est pas un rajout du tout, c'est un mélange. C'est un mélange pour en revenir à ce que je vous disais au début, c'est un mélange de mémoire et de modernité. Voilà, c'était ça notre idée en fait. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Bon, alors ceci dit, je n'apprécie pas beaucoup. Oui, j'ai bien compris. Ce couronnement. Mais ce que je veux vous dire, je pense que ce serait mieux si vous aviez trouvé un autre type de couronnement qui aille mieux avec ce qui est en dessous. Vous savez, moi je suis un peu déplacé. Moi, je suis très très partisane de l'histoire de l'architecture. C'est ma culture, oui. Et j'adhère totalement à ce discours. Mais en même temps, quand on construit au XXIe siècle, on ne peut pas faire du Brunelleschi. Enfin, vous voyez, il y a une évolution dans l'architecture. Il y a une on ne fait pas que du passé. Oui, mais qu'est-ce que représente ce cube-là comme au-dessus? C'est ce que je vous dis, c'est un petit côté contemporain, sans que ça, pour moi, ça heurte pas le paysage. Mais contemporain, ça veut rien dire. Ben, si, enfin, nous, dans notre langage, comment vous dire? Contemporain, c'est ce que se pense de nos jours. Mais il faut penser quelque chose. Oui, oui. Mais moi, j'ai pas le sentiment que... Non, mais c'est pas aussi... encore une fois, c'est pas aussi noir, blanc. Enfin, ce lait horizontal, pour moi, c'est pas... ça dénote pas du reste. Enfin, c'est... comment dire? Enfin, il n'y a pas l'architecture du passé et l'architecture mauvaise et l'architecture bonne. C'est pas aussi. Il ne faut pas mettre un bloc comme ça parce que c'est soi-disant moderne. Il faut encore savoir pourquoi on le met. Alors, la raison, en tout cas, je vous le dis et répète, la raison n'était pas du tout de faire de la surface. On aurait pu faire de la surface avec un bâtiment avec de la brique dessus. Donc, la question, elle n'était pas du tout là. La question était qu'on fasse un couronnement qui soit un peu moderne dans cette partie de rue. Voilà, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec faire des surfaces ou pas. Bon. Ok, bon, on ne saura pas pourquoi il fallait faire moderne, mais bon. Ok. Parce que par nous, contre, on a... à part ces couronnements qui me paraît un peu bizarre, je trouve que ce qui est en dessous me plaît bien. Merci beaucoup. Non, mais je suis ravie de savoir ça parce que nous, on a énormément travaillé avec les habitants à l'époque, avec
on a passé 2 ans à faire la conception de ce bâtiment parce on s'est concerté. Moi, j'ai visité tous les voisins, je les connaissais quasiment tous. Et il y a eu un échange vraiment avec tout le voisinage. Et je pense que ce projet a été accepté par la population parce qu'ils ont été tous concertés. Je crois que ramener l'architecture contemporaine à une somme de cubes est quand même un peu caricatural. Il y a des architectes qui font de la recherche, qui font un certain nombre de choses. Derrière, il y a des promoteurs qui leur demandent quelque chose dans un certain budget. Et que derrière, si ils veulent faire une moulure, 2 moulures ou 3 moulures, on leur dira non, non, faites-en qu'une ou n'en faites pas. De toute façon, c'est plus cher à faire. Donc il y a déjà un aspect économique sur lequel les architectes eux-mêmes n'ont pas toujours la libre disposition. Maintenant, à partir de ça, il y en a qui essayent de faire de la création. Il y en a d'autres qui essayent, je veux dire, de faire leur acquis parce qu'ils savent faire un immeuble en béton armé, donc ils continuent à faire des immeubles en béton armé. Mais il y a quand même un certain nombre d'immeubles, que ce soit des immeubles d'habitation ou autres, qui n'ont aucun rapport avec une somme de cubes. Il y a un chantier en cours, par exemple, qui est la Fondation Vuitton, qui est derrière le jardin d'acclimatation. Je ne sais pas si certains ont déjà eu l'occasion d'aller là-bas. L'architecture est complètement délirante. Il n'y a pas un seul angle droit. Bon, et après, on aime ou on n'aime pas. Je veux dire, après, c'est un problème d'esthétique. À toutes les époques, tout ce qui était moderne à toutes les époques ont toujours été critiqués par les uns et ont été appréciés par d'autres. Bon, quand l'Art Nouveau est arrivé en 1900, il y en a qui ont dit que c'était horrible et d'autres qui ont dit que c'était génial. Quand la Renaissance a remplacé le gothique, on a dit que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Il ne faut pas ramener simplement en disant « moi, j'aime pas ce cube, donc j'aime pas l'art moderne ». Je crois que c'est quand même caricatural. Je voudrais donner comme exemple qui m'a beaucoup plu à moi, c'est quand pendant très longtemps, on s'est interrogé sur ce qu'on allait faire du Trou des Halles. Bon, on en a fait un centre commercial, bon, je passe. Et on s'est très longtemps interrogé sur ce qu'on allait mettre dans la cour du Louvre. Et je trouve que c'était de l'architecture et de la belle architecture d'avoir trouvé ce triangle qui laissait visible le passé et qui était extrêmement contemporain. Donc il n'y a pas de règle. Le beau, l'utile, qui préserve le passé et qui invente dans le passé, en plein milieu de la cour du Louvre, de trouver ça. Alors je sais qu'il y en avait qui étaient complètement contre. Hein. Moi j'ai trouvé ça une superbe idée. Je ne sais pas ici, mais c'était une solution très... C'était une belle invention. Ça n'abîmait pas du tout la cour, je trouvais. Et c'est beau le soir. Et enfin, bref. Je sais très bien que les personnes qui ont créé en architecture ont commencé par être décriées. Je sais que la pyramide du Louvre, quelque part, bon, ben, elle est jolie avec ses plans d'eau et qu'elle est mise en valeur par le... Je dirais que c'est plutôt le site de la cour du Louvre qui met en valeur la pyramide. Je dirais plutôt ça. Quand on regarde tout ce qui se construit en ce moment, on voit aussi des cubes en surplomb. On en voit au Chevaleret. On voit donc rue des Nouettes des cubes encastrés les uns dans les autres. Donc c'est vraiment une espèce d'impuissance aller au-delà, à mettre sur la façade. Enfin, on rejette les ornements sur la façade, ou sinon on met des choses qui un peu baveux, quoi, avec des couleurs violentes. Bref. C'est d'une manière générale, on voit pas grand-chose sortir à part des bâtiments qui sont en rupture complète par rapport à la rue, par rapport au paysage urbain. Alors voilà aussi que, bon, un bâtiment qui a une physionomie agréable parce qu'il y a une loggia. La loggia, ça donne... On éprouve de la sympathie parce que l'architecte a proposé un endroit agréable où séjourner aux occupants. Ces passerelles ont comment dire, en effet, on a la sensation que ça adoucit la physionomie de la rue.